Quelque chose s'est brisé dans le système bancaire américain et presque personne n'y prête attention. Cette semaine, sans alerte, sans bandeau rouge, sans message de ta banque, un document réglementaire a été publié discrètement dans une base fédérale. 3 nuits plus tôt, pendant que la plupart des gens dormaient, faisaient défiler leur téléphone ou débattaient d'autres sujets, un simple fichier horodaté est apparu. Pas comme une annonce, plutôt comme un piège posé en silence. À l'intérieur, il y avait un chiffre. Pas vague, pas théorique. Un chiffre assez lourd pour avaler l'intégralité du capital d'une banque et continuer encore. Et voici le paradoxe. Sur le papier, cette banque est toujours considérée comme opérationnelle. Officiellement, elle tient debout. En réalité économique, si ses pertes étaient reconnues aujourd'hui, sa valeur nette deviendrait négative. Et c'est là que l'histoire devient dangereuse pour toi. Parce que ce n'est pas une banque marginale, ce n'est pas un accident isolé. Ce document ne décrit pas une erreur ponctuelle, mais un problème de mathématiques qui traverse tout le système. Un problème que l'on te résume par une phrase rassurante « c'est sous contrôle ». Une phrase qui risque de très mal vieillir. Les faits montrent que certaines pertes existent déjà, mais restent invisibles grâce à des règles comptables qui autorisent les banques à ignorer les prix du marché tant qu'elles ne vendent pas leurs actifs. La perte est réelle, mais cachée derrière un rideau. Et tant que personne ne tire dessus, tout semble calme. Mais remarque bien ce détail. Dans un système bancaire, le calme ne signifie pas la solidité. Il signifie souvent que personne n'a encore appuyé sur le mauvais bouton. Ton compte, ton salaire, ton crédit, ton accès à ton argent dépendent tous de cette illusion de stabilité. Alors la vraie question n'est pas de savoir si quelque chose ne va pas. La question est, que se passe-t-il quand ce genre de chiffre n'apparaît plus dans un seul rapport, mais dans plusieurs presque en même temps? Ce rapport n'est pas un événement isolé. C'est un signal. Les faits indiquent qu'une banque régionale du sud-est des États-Unis a déposé son rapport trimestriel tard dans la nuit. En surface, tout semblait propre. Les chiffres habituels, bien présentés, rassurants. Mais enfouis dans les annexes techniques, là où presque personne ne s'attarde, apparaissaient 2 éléments clés. Des pertes latentes massives et une exposition importante à l'immobilier commercial, à des valorisations qui ne correspondent plus à la réalité actuelle du marché. Et voici le cadrage essentiel. Ce que tu regardes ici n'est pas une mauvaise gestion ou un cas extrême. C'est le produit logique de 3 années de décisions prises sous des hypothèses qui ne tiennent plus. Des actifs achetés quand l'argent était quasi gratuit. Des prêts accordés sur des prix qui supposaient que les bureaux se rempliraient toujours, que les loyers monteraient toujours, que les taux resteraient bas. Maintenant, pose-toi cette question simple et inconfortable. Si une banque peut afficher une situation officiellement stable tout en dissimulant des pertes suffisantes pour effacer tout son capital, combien d'autres institutions ressemblent exactement à ça aujourd'hui? Parce que ce rapport ne révèle pas encore tout. Il ne montre qu'une partie du problème, environ 60% de l'information. Le reste n'apparaît qu'en reliant les points, les mêmes types d'actifs, les mêmes structures de prêts, les mêmes règles comptables répétées à l'échelle du système bancaire. Et voici le détail que beaucoup oublient. Les banques ne tombent pas quand les pertes existent. Elles tombent quand quelqu'un commence à en parler, quand les déposants commencent à douter, quand l'argent commence à bouger. Tant que personne ne regarde, le système tient. Le jour où tout le monde regarde en même temps, il bascule. C'est là que l'histoire change de nature. Ce n'est plus un problème de chiffres, c'est un problème de confiance. Et une fois que la confiance commence à se fissurer, la vitesse devient l'ennemi. Il y a une affirmation forte à poser maintenant et elle repose sur des faits précis. Le système bancaire américain porte déjà des pertes suffisantes pour effacer le capital de certaines banques sans que ces pertes ne soient encore visibles au grand public. Les faits sont là. Dans ce rapport déposé tard dans la nuit, une ligne liée aux pertes latentes et à l'immobilier commercial affiche des montants chiffrés en dizaines de milliards de dollars. Rapportés au niveau de fonds propres de la banque, ces montants dépassent ce que son capital peut absorber. Autrement dit, si le marché imposait aujourd'hui ses prix réels, cette banque ne serait plus solvable, pas affaiblie.
insolvable. Mais remarque bien ce qui manque. Il n'y a eu ni annonce d'urgence, ni communication exceptionnelle, ni intervention publique. Pourquoi? Parce que ces pertes ne sont pas encore reconnues. Elles existent économiquement, mais pas comptablement. Tant que les actifs sont classés détenus jusqu'à maturité, leur prix réel peut être ignoré. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que tant qu'une perte n'est pas reconnue, elle n'est pas dangereuse. En réalité, c'est l'inverse. Une perte cachée est stable uniquement tant que personne ne force la banque à vendre. Le jour où des déposants demandent leur argent, le masque tombe immédiatement. Et observe ce point clé, ce mécanisme n'est pas spécifique à une seule banque, les mêmes règles comptables, les mêmes types d'actifs et les mêmes expositions existent partout dans le système. Ce rapport n'est pas une anomalie, c'est un échantillon. Alors la question devient plus inquiétante. Si ce niveau de perte peut rester invisible dans un rapport public, que se passe-t-il dans les bilans que personne n'a encore examinés de près? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait forcer ces pertes à devenir soudainement réelles? La situation s'aggrave précisément parce que ce type de fragilité commence à devenir normalisé. Les faits montrent que ce genre de perte latente n'est plus une exception marginale. Elles se sont accumulées lentement, trimestre après trimestre, pendant que les taux montaient et que la valeur réelle de certains actifs reculait. Au début, le système a absorbé le choc sans bruit. Puis il s'y est habitué. Et c'est là que le danger s'installe. On a déjà vu ce film, mais sous une autre forme. En 2023, ce n'étaient pas de mauvais prêts qui ont fait tomber des banques, mais un décalage brutal entre actifs et passifs. Des obligations achetées quand les taux étaient proches de zéro, écrasées quand la politique monétaire s'est retournée. Sur le papier, les pertes étaient non réalisées. Dans la réalité, il a suffi de quelques demandes de retrait pour qu'elles deviennent mortelles. Aujourd'hui, le mécanisme est plus profond. Ce n'est plus seulement une histoire de duration obligataire, c'est une histoire d'immobilier commercial. Et contrairement à une obligation d'État, un immeuble vide ne se répare pas avec le temps. Il ne revient pas à sa valeur initiale parce qu'un graphique le suggère. Voici le basculement silencieux. Les pertes liées à l'immobilier commercial ne sont pas temporaires. Quand un bâtiment vaut beaucoup moins que le prêt qui le finance, quand les locataires partent et que les flux de trésorerie disparaissent, le problème devient structurel. La banque peut attendre. Elle peut prolonger, elle peut restructurer, mais elle ne peut pas faire réapparaître la demande. Et c'est là que quelque chose d'anormal devient presque routinier. Des actifs surévalués restent dans les bilans. Des prêts sont reconduits sans vraie solution. Des pertes sont reportées dans le futur, jusqu'au moment où le futur arrive en même temps pour tout le monde. Regarde bien ce qui se passe quand ce type de situation se répand. Ce n'est pas une explosion immédiate. C'est une accumulation de tensions invisibles. Et plus elle reste cachée longtemps, plus la rupture, quand elle arrive, est violente. La question n'est plus de savoir si la pression augmente. La question est, qu'est-ce qui va la faire céder d'un seul coup? Il y a un deuxième choc, plus lourd que le premier, et il change définitivement la façon de regarder cette crise. Les faits montrent une contradiction nette entre le discours rassurant et la réalité des bilans. Officiellement, on parle d'un problème gérable. Dans les chiffres, on voit autre chose. D'un côté, des banques affirment être solides. De l'autre, elles portent des actifs dont la valeur réelle est très inférieure à celle inscrite dans leur compte. Pas de quelques pourcents, de manière structurelle. Prenons un détail concret issu du contenu. Les prêts immobiliers commerciaux, notamment sur les bureaux, arrivent aujourd'hui avec des valeurs de marché parfois autour de 40 centimes pour $1 de dette. Ce n'est pas une fluctuation, c'est une destruction de capital. Et quand une banque récupère un immeuble dans ces conditions, elle ne récupère pas une garantie. Elle récupère un problème coûteux, illiquide, difficile à vendre. Voici le point qui retourne complètement la lecture du risque. Une obligation peut perdre temporairement de la valeur et continuer à payer. Un immeuble vide ne paie rien. Et surtout, il n'existe pas de mécanisme automatique qui force des locataires à revenir. Les faits indiquent que la demande de bureau a changé durablement. Le travail à distance ne s'est pas normalisé. La courbe de demande s'est déplacée.
Et maintenant, remarque la contradiction centrale. Les règles comptables autorisent encore à traiter ces prêts comme si le temps allait résoudre le problème. Mais le temps joue contre eux. Chaque mois qui passe rapproche ces prêts de leur échéance. Chaque échéance oblige à refinancer à des conditions bien plus strictes, avec des valorisations plus basses et des exigences de fonds propres plus élevées. C'est ici que l'histoire bascule définitivement. Ce ne sont plus seulement des pertes potentielles, ce sont des pertes qui attendent une date précise pour devenir réelles, une date inscrite dans les contrats, une date que ni la banque ni l'emprunteur ne peuvent éviter indéfiniment. À partir de ce moment, la question n'est plus « est-ce que ces pertes vont apparaître ?» La question devient « combien vont apparaître en même temps et qui sera obligé de les reconnaître en premier ?» À partir de là, la pression commence à s'empiler très vite. Les faits montrent que plusieurs dynamiques avancent en parallèle et aucune ne ralentit. D'abord, les échéances approchent. Une vague massive de prêts immobiliers commerciaux arrive à maturité en 2026. Ce sont des structures à ballons, signées il y a 5, 7 ou 10 ans, quand l'argent était abondant et les valorisations gonflées. Ces prêts ne disparaissent pas. Ils exigent une décision. Ensuite, les options se réduisent. Payer intégralement est hors de portée pour la plupart des emprunteurs. Refinancer exige désormais des expertises à la baisse, plus de fonds propres et des ratios beaucoup plus stricts. Et quand l'évaluation d'un immeuble chute en dessous du montant du prêt, la troisième option apparaît naturellement, rendre les clés. Le contenu montre que cette logique de défaut stratégique n'est plus théorique. Elle a déjà commencé. Mais voici la partie que peu de gens mesurent. Quand plusieurs prêts arrivent à échéance dans une fenêtre courte, le système n'a pas la capacité de tous les absorber. Même si les banques le voulaient, elles n'ont ni le capital ni la bande passante pour refinancer des centaines de milliards en même temps. Les extensions deviennent temporaires, les négociations s'enlisent, puis les pertes doivent être reconnues. Et maintenant, ajoute la vitesse. Ce cycle ne se déroule pas sur des années. Il se déclenche par à-coups. Un défaut visible entraîne une réévaluation. Une réévaluation force une autre banque à revoir ses chiffres. Cette banque devient plus prudente. Elle coupe le crédit. Ce resserrement affecte d'autres emprunteurs et la boucle s'accélère. C'est ici que l'histoire change de rythme. On passe d'un problème lent à une séquence rapide, compressée, où les décisions ne se prennent plus calmement. Et quand les décisions deviennent urgentes, les erreurs coûtent cher. La vraie question à ce stade n'est plus de savoir s'il y aura des pertes. Elle est beaucoup plus simple et plus inquiétante. Que se passe-t-il quand trop de décisions difficiles arrivent en même temps? À ce stade, un autre facteur entre en jeu et c'est lui qui transforme des pertes en crise. Les faits sont clairs sur un point, la banque est un métier de confiance. Tant que les déposants croient que leur argent est accessible à tout moment, le système fonctionne. Le moment où cette croyance vacille, tout change. Et ce basculement ne passe pas par des conférences de presse. Il passe par des écrans de téléphone. On l'a déjà vu. En mars 2023, une seule défaillance a suffi à déclencher une réaction en chaîne. Une banque tombe. Les déposants d'autres banques similaires ne demandent pas d'explications détaillées. Ils transfèrent. Ces transferts obligent les banques à lever des liquidités. Lever des liquidités force des ventes. Et ces ventes rendent visibles des pertes qui étaient jusque-là cachées. C'est le mécanisme exact décrit dans le contenu. Une perte latente devient mortelle le jour où quelqu'un exige son argent. Et aujourd'hui, le terrain est encore plus fragile qu'en 2023. À l'époque, le choc venait surtout des obligations. Maintenant, il vient de l'immobilier commercial, un actif déjà publiquement fragilisé, déjà réévalué, déjà en difficulté visible. Voici le détail qui change tout. La peur circule plus vite que jamais. Il n'y a plus de fil devant les agences. Il y a des millions de clics simultanés. Un vendredi soir, une annonce tombe. Le samedi matin, des captures d'écran circulent. Le dimanche, les déposants planifient leur transfert. Le lundi, les flux sortent en masse. Et remarque l'ironie cruelle. Même si les grandes banques restent solides, le simple fait de fuir vers elles affaiblit les banques régionales. Les retraits forcent des ventes. Les ventes réalisent des pertes. Les pertes érodent le capital. Et ce nouvel affaiblissement alimente une peur encore plus forte. C'est ce qu'on appelle une spirale. Mais elle ne fait pas de bruit au début. Elle commence silencieusement, transaction par transaction, et quand elle devient visible, elle est déjà avancée.
La question à se poser maintenant est inconfortable, mais essentielle. Combien de banques peuvent absorber ce type de choc avant que la confiance globale ne commence à se fissurer? C'est ici que l'impact cesse d'être abstrait et commence à te toucher directement. Les faits montrent que lorsque ce type de stress apparaît, il ne reste pas cantonné au bilan bancaire. Il se transmet à la vie quotidienne, souvent sans avertissement. Pas par une grande annonce dramatique, mais par de petites ruptures concrètes. Une carte qui ne passe pas pendant quelques heures, un virement qui met plus de temps que prévu, un salaire qui arrive en retard parce qu'un système est en cours de migration après une intervention d'urgence. Dans une semaine normale, ce sont des désagréments. Dans une semaine tendue, ce sont des signaux. Et les gens réagissent aux signaux, pas aux communiqués rassurants. Si ton entreprise dépend d'une seule banque pour la paie, l'accès aux liquidités ou les lignes de crédit, la vulnérabilité est immédiate. Si ton épargne dépasse les seuils d'assurance standard, la question n'est plus théorique. Mais voici le point clé que peu de récits médiatiques mettent en avant. Même quand les autorités interviennent, même quand les dépôts sont finalement protégés, le temps compte. Les interruptions, même brèves, créent une réaction en chaîne. Les entreprises retardent des embauches. Les projets sont gelés. Les dépenses sont reportées. Et cette prudence se propage. Remarque ce glissement subtil. Ce n'est pas la panique qui fait le plus de dégâts, c'est l'attente. L'attente que ça se stabilise. L'attente avant d'investir. L'attente avant de signer. Et quand suffisamment de personnes attendent en même temps, l'économie ralentit sans qu'aucune alarme officielle ne sonne. C'est là que cette histoire devient personnelle, même sans faillite spectaculaire. Elle se manifeste dans l'accès au crédit, dans la disponibilité des prêts, dans la rigidité soudaine des conditions. Ce que tu pouvais obtenir facilement hier devient négociable aujourd'hui, puis inaccessible demain. Si ce tableau te semble familier, dis-le. Parce que beaucoup de gens vivent déjà ces signaux faibles sans encore les relier entre eux. La question suivante est cruciale et elle va au-delà de l'émotion. Quel est le mécanisme qui permet à ce genre de situation de se répéter encore et encore sans être stoppé plus tôt? Pour comprendre pourquoi ce cycle se reproduit, il faut regarder le système, pas les acteurs. Les faits montrent que ce genre de crise ne naît pas d'un seul excès, mais d'un ensemble d'incitations alignées dans la mauvaise direction. Pendant plus d'une décennie, l'argent a été bon marché. Les taux proches de zéro ont encouragé l'endettement, gonflé les valorisations et récompensé ceux qui prenaient plus de levier. Dans ce cadre, l'immobilier commercial n'était pas vu comme un risque, mais comme une machine à rendement. Les banques ont suivi les règles du jeu. Elles ont prêté sur des hypothèses partagées par tout le marché, des taux bas durables, des loyers stables ou en hausse, une liquidité toujours disponible. Tant que ces hypothèses tenaient, le système semblait robuste. Le problème, c'est que le système n'a pas été conçu pour un changement rapide de régime. Voici le mécanisme central. Les règles comptables et réglementaires privilégient la stabilité apparente. Elles permettent de lisser les pertes, de gagner du temps, d'éviter des reconnaissances brutales. Cela fonctionne quand les chocs sont temporaires. Mais quand le choc est structurel, ce délai ne supprime pas le problème. Il le concentre. Et maintenant, observe l'effet pervers. Plus on retarde la reconnaissance des pertes, plus elles s'accumulent dans les bilans. Plus elles s'accumulent, plus le système devient fragile à un événement externe, une rumeur, une faillite visible, une mauvaise publication. Ce n'est pas l'événement qui crée la crise, c'est la fragilité accumulée qui lui donne de la puissance. C'est pour cela que les réponses officielles semblent souvent en retard. Elles ne réparent pas la cause, elles gèrent la vitesse. Elles cherchent à empêcher une réaction en chaîne, pas à revaloriser des immeubles vides ou à recréer une demande qui a disparu. Le levier ici n'est pas économique, il est psychologique. Et c'est peut-être l'insight le plus dérangeant. Dans ce système, la stabilité dépend moins de la solidité réelle des actifs que de la capacité à maintenir la confiance. Tant que la confiance tient, les chiffres peuvent être tolérés. Le jour où elles cassent, même des institutions bien gérées deviennent vulnérables. À ce stade, une seule question compte vraiment. Si tout repose sur la confiance, que se passe-t-il quand les prochains mois forcent le système à tester cette confiance en conditions réelles? À partir d'ici, le regard se tourne vers l'avenir immédiat, pas vers des scénarios lointains.
Les faits permettent de tracer deux trajectoires possibles et aucune n'est confortable. Dans la première, les autorités agissent vite. Les défauts sont contenus. Les banques les plus fragiles sont absorbées discrètement un week-end. De nouveaux dispositifs de liquidité apparaissent sous des noms rassurants. Les pertes ne disparaissent pas, mais elles sont étalées, déplacées, socialisées. Le système tient, mais il devient plus rigide. Le crédit ralentit. Les banques survivantes deviennent prudentes. La croissance s'étiole sans crash spectaculaire. Dans la seconde trajectoire, la confiance se fissure plus vite que prévu. Quelques annonces rapprochées suffisent. Une saisie bancaire un vendredi, un immeuble emblématique vendu à un prix choquant, un rapport supplémentaire montrant des pertes impossibles à ignorer. Et soudain, le doute devient collectif. Les déposants ne comparent plus les bilans, ils comparent les noms. Ils vont là où ils pensent être les derniers à tomber. Remarque bien ceci, aucune de ces trajectoires n'exige un effondrement total. Elles exigent seulement du mouvement, des transferts rapides, des décisions prises sous pression. Et dans un système aussi interconnecté, ce mouvement devient le facteur déterminant. Ce qui rend les prochains mois si instables, c'est que les déclencheurs sont déjà en place. Les échéances arrivent, les valorisations ont baissé. Les pertes existent. Il ne manque qu'un catalyseur pour tester l'ensemble. Et personne ne peut prédire lequel frappera en premier. La seule certitude, c'est que l'inaction n'est pas une stratégie. Le système va être mis à l'épreuve d'une manière ou d'une autre. La question n'est plus si, mais comment et à quelle vitesse. Et maintenant, il reste une dernière couche à comprendre, une idée simple mais déterminante qui reframe toute cette histoire et explique pourquoi ce moment précis compte plus que beaucoup d'autres. Voici l'idée centrale à retenir, celle qui relie tout ce que tu viens d'entendre. Les crises bancaires ne commencent pas quand les banques tombent, elles commencent quand la réalité devient impossible à différer. Le rapport publié cette semaine n'était pas la crise. C'était une lampe torche braquée dans un placard déjà plein. Il a montré qu'une banque pouvait paraître saine tout en portant des pertes suffisantes pour effacer son capital. Et si une institution peut se trouver dans cette situation sous les mêmes règles, avec les mêmes actifs, alors d'autres existent forcément. Ce moment précis compte parce que tous les éléments convergent. Des actifs achetés sous des hypothèses dépassées, de l'immobilier commercial qui ne génère plus les flux attendus, des échéances qui forcent des décisions et un système qui dépend entièrement de la confiance pour fonctionner. Tant que la confiance tient, tout avance. Quand elle casse, tout s'accélère. Voici la relecture finale. Ce n'est pas une histoire de chiffres abstraits, c'est une histoire de timing. Le timing entre la reconnaissance des pertes et la réaction des déposants. Le timing entre les échéances de prêt et la capacité du système à les absorber. Le timing entre ce que les gens croient et ce qui est réellement possible. Et c'est pour ça que la suite est déjà en train de se former. Le prochain rapport. La prochaine vente d'immeubles à prix choc, le prochain week-end de saisie discrète. Aucun de ces éléments pris isolément n'est décisif. Ensemble, ils testent le point le plus fragile du système, la confiance. Si tu veux comprendre ce qui vient avant que ça devienne un titre partout, reste ici. Abonne-toi, parce que ce cycle ne se termine pas en un jour, mais il peut basculer très vite. Et la prochaine couche de cette histoire est déjà en mouvement.